Le repas terminé, le juge Wargrave s'éclaircit la voix et prononça d'un ton autoritaire. Il serait sage, à mon avis, que nous nous réunissions pour discuter la situation. Si nous disions d'ici une demi-heure. Dans le salon. Tout le monde accepta cette suggestion. Vera empila les assiettes les unes sur les autres. « Je vais débarrasser la table et laver la vaisselle, » annonça-t-elle. « Nous allons porter tout cela à l'office, » intervint Philippe Lombard. « Merci. » Emily Brent s'était levée. Elle se rassit en s'écriant. « Oh, mon Dieu !»« Qu'avez-vous, Miss Brent ?» lui demanda le magistrat. « J'aurais voulu aider Miss Clayton, » s'excusa Emily. « Mais je ne sais pas ce qui se passe en moi, je me sens prise de vertige. »« De vertige ?» répéta le docteur Armstrong, se rapprochant d'elle. « Rien d'extraordinaire à cela, c'est la réaction. Je vais vous donner quelque chose. »« Non !» Le mot s'échappa de ses lèvres comme une balle qui fait explosion. Tout le monde fut déconcerté. Le médecin devint cramoisi. Le visage de la vieille fille trahissait clairement ses craintes et ses soupçons. « Comme il vous plaira, mademoiselle, » répliqua le docteur Armstrong d'une voix tranchante. « Je ne veux rien prendre, rien du tout. Je demeurerai assise ici tranquillement jusqu'à ce que mon malaise se soit dissipé. » Ils finirent de débarrasser la table. « Miss Clayton, » dit Blore à Vera. « je suis un homme d'intérieur, moi, et si vous le désirez, je vous donnerai volontiers un coup de main. »« Je veux bien, merci, » répondit la jeune fille. Et Billy Brent demeura donc toute seule dans la salle à manger. De l'office lui parvenaient des murmures de voix. Sa sensation de vertige disparaissait peu à peu. Elle éprouvait maintenant une sorte de torpeur, comme si elle allait s'endormir. Ses oreilles bourdonnaient. Où était-ce un bourdonnement dans la pièce? « Tiens, » pensa-t-elle, on dirait une abeille, un bourdon. » Bientôt elle aperçut l'abeille qui montait le long de la vitre. Vera Clayton n'avait-elle point parlé d'abeilles ce matin même? Des abeilles et du miel. Elle adorait le miel. Du miel en rayons qu'on extrait en le pressant dans un sac en mousseline. Il tombe goutte à goutte. Quelqu'un se trouvait dans la pièce. Une personne aux vêtements trempés. Béatrice Taylor sortant de la rivière. Si Émilie tournait la tête, elle la verrait. Mais impossible de tourner la tête. Si elle appelait, mais également impossible d'appeler. Personne autre dans toute la maison. Elle était absolument seule. Elle perçut un bruit de pas. Un pas feutré et lourd se glissait derrière elle. Le pas chancelant de la noyée. Une odeur humide montait à ses narines. Sur la vitre, l'abeille bourdonnait. À ce moment, elle sentit la piqûre. L'abeille enfonçait son dard dans le cou de Miss Brent. Dans le salon, on attendait la venue d'Emily Brent. « Voulez-vous que j'aille la chercher ?» proposa Vera Clayton. « Attendez une minute, » dit Blore. Vera se rassit et chacun lança vers Blore un regard interrogateur. « Écoutez-moi tous, » commença-t-il. « Voici mon avis. Inutile de chercher plus longtemps l'auteur de ces morts successives. C'est la femme qui, en ce moment, se trouve dans la salle à manger. » « Sur quoi basez-vous vos accusations ?» demanda Armstrong. « La folie mystique. Qu'en pensez-vous, docteur ?»« Parfaitement plausible. Je ne vois pas d'objection à formuler, mais il nous faudrait des preuves avant tout. »« Elle avait l'air tout drôle pendant que nous préparions le déjeuner, » expliqua Vera. « Ses yeux... » Elle frissonna. « Ne la jugez pas d'après cela. Pour le moment, nous avons tous un petit peu la tête à l'envers. »« Il y a autre chose, » dit Blore. « Elle est la seule d'entre nous qui a refusé de parler après l'audition du disque de gramophone. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait nous fournir d'explication. » Vera s'agita dans son fauteuil. « Ce n'est pas tout à fait la vérité, » dit-elle. « Elle m'a fait ses confidences par la suite. »« Et que vous a-t-elle dit, Miss Clayton ?» demanda Wargrave.
La jeune fille répéta l'histoire de Béatrice Taylor. Ce récit me paraît très sincère, et j'y crois volontiers, Commenta le juge Wargrave. Dites-moi, Miss Clayton, Emily Brent semblait-elle éprouver du remords de son attitude en cette circonstance? Pas du tout. Je ne discernais chez elle aucune émotion. Ces vieilles filles vertueuses ont le cœur dur comme de la pierre, grommela Blore. L'envie les dévore. Il est 11h moins 10 à présent, annonça le juge. Nous ferions bien de prier Miss Brent de venir nous rejoindre. N'allez-vous pas prendre quelques décisions à son sujet? Demanda Blore. Quelle décision prendrais-je? Rétorqua le magistrat. Pour l'instant, nous n'avons que des soupçons. Toutefois, je demanderai au docteur Armstrong de vouloir bien désormais observer particulièrement les faits et gestes de Miss Brent. Allons plutôt dans la salle à manger. Ils retrouvèrent Emily Brent assise dans le fauteuil où ils l'avaient laissée. Elle tournait le dos à la porte et ils ne virent rien d'anormal, sinon qu'elle ne remua pas, comme si elle ne les avait pas entendus entrer. Puis ils virent son visage, tuméfié, les lèvres bleuies et les yeux effarés. « Mon Dieu !» s'exclama Blore. « Elle est morte !» La voix ténue et calme du juge Wargrave se fit entendre. « Encore un de nous innocenté. Trop tard. » Armstrong se pencha sur la morte. Il renifla les lèvres, hocha la tête et examina les paupières. « De quoi est-elle morte, docteur ?» lui demanda Lombard, impatient. « Elle se portait à merveille lorsque nous avons quitté la salle à manger. » L'attention d'Armstrong fut attirée par une marque sur le côté droit du cou. Il déclara. « C'est la trace d'une seringue hypodermique. » On entendit un bourdonnement à la fenêtre, et Vera s'écria. « Regardez! Une abeille, un bourdon! Rappelez-vous ce que je vous disais ce matin. » « Ce n'est pas cette bestiole qui l'a piqué, » grinça Armstrong. Une main humaine tenait la seringue. « Quel poison a-t-on injecté ?» demanda le juge. « À première vue, » répondit Armstrong, « il s'agirait de cyanure. Probablement de cyanure de potassium, tout comme pour Anthony Marston. Elle a dû mourir sur le coup par asphyxie. »« Pourtant, cette abeille, » observa Vera, « ce ne peut être une coïncidence. »« Oh que non !» dit Lombard d'un ton sinistre. « Ce n'est pas une coïncidence. Notre assassin persiste à donner un peu de couleur locale à ses crimes. C'est un joyau de rire. Il suit à la lettre les strophes de cette satanée chanson de nourrice. » Pour la première fois, le capitaine Lombard s'exprimait d'une voix troublée, presque perçante. On devinait que son courage, trempé par une carrière remplie de vicissitudes et de périls, venait de céder. Il éclata de colère. « C'est insensé! Insensé! Nous sommes tous fous !» Le juge intervint et dit d'une voix monotone. « Nous conservons encore, j'espère, toutes nos facultés intellectuelles. Quelqu'un a-t-il apporté dans cette maison une seringue hypodermique? »« Moi, monsieur, » dit le docteur Armstrong d'un ton mal assuré, en se redressant. 4 paires d'yeux se vrillèrent sur lui. Se cabrant contre ses regards hostiles, le médecin ajouta. « Je ne me déplace jamais sans cet instrument. Tous les médecins font autant. » Le juge Wargrave se rasséréna. « C'est exact. Voulez-vous nous apprendre, docteur, où se trouve cette seringue en ce moment? »« Là-haut, dans ma valise. » »« Nous pourrions peut-être vérifier vos dires. » Et le vieux magistrat en tête, les 5 invités montèrent l'escalier en une procession silencieuse. Le contenu de la valise fut renversé sur le parquet. La seringue hypodermique ne s'y trouvait pas. « On me l'a prise !» s'exclama le docteur Armstrong furieux. Un silence s'établit dans la pièce. Le docteur Armstrong se tenait debout, le dos tourné à la fenêtre. 4 paires d'yeux, où se lisait une sombre accusation, étaient de nouveau braqués sur lui. Tout à coup, il regarda Vera et Wargrave en répétant d'une voix faible. « Je vous jure qu'on me l'a subtilisé. » Blore et Lombard s'entre-regardaient. « Nous sommes 5 personnes dans cette pièce, » déclara le juge solennel. «
L'un de nous est un assassin. Notre situation devient de plus en plus dangereuse. Nous devons tout mettre en œuvre pour sauvegarder la sécurité des 4 innocents. Je vous prie de me dire, docteur, quelles sont les drogues en votre possession? J'ai ici une petite trousse médicale, répondit le médecin. Vous pourrez l'examiner. Elle contient des somnifères, du Trional, des comprimés de sulfonal, un paquet de bromure, du bicarbonate de soude et de l'aspirine. C'est tout. Je n'ai pas de cyanure du tout. Le juge dit à son tour. Moi aussi, j'ai apporté quelques comprimés contre l'insomnie. C'est, je crois, du sulfonal. Administré à forte dose, je crains que ce médicament ne soit mortel. Vous, monsieur Lombard, vous possédez, paraît-il, un revolver. Ah, et après s'écria Lombard hors de lui. Tout simplement ceci. Je propose que toutes les drogues du médecin, mes comprimés de somnifères, votre revolver, monsieur Lombard, ainsi que tout autre produit pharmaceutique, et toutes les armes à feu soient réunies et déposées en lieu sûr. Cela fait, chacun de nous se soumettra à une fouille complète de sa personne et de ses effets. Que je sois pendu si je lâche mon revolver s'emporta Lombard. Monsieur Lombard, répliqua Wargrave de sa voix aiguë. Vous êtes un gaillard solide et bien bâti. Mais l'ex-inspecteur est lui-même doué d'une remarquable force physique. Je ne sais lequel de vous deux l'emporterait dans un corps à corps. Mais je puis vous affirmer ceci. Le docteur Armstrong, Miss Clayton et moi-même prendrons le parti de Blore et l'aiderons de notre mieux. Vous conviendrez donc que les chances se tourneront contre vous à la moindre résistance de votre part. Lombard, la tête rejetée en arrière, eut son sourire sarcastique, mais sa voix vaincue. Du moment que vous vous liguez tous contre moi. Approuvant d'un signe de tête, le juge lui dit. Enfin, vous vous montrez raisonnable. Où est votre revolver? Dans le tiroir de ma table de chevet. Bien. Je cours le chercher. Il vaut mieux, je crois, que nous vous accompagnions. Philippe répondit par un sourire qui ressemblait fort à un rictus. Ah, vous êtes prudent, vous, au moins. Ils suivirent le couloir et pénétrèrent dans la chambre à coucher de Lombard. Le jeune homme se dirigea tout droit vers la table de chevet et ouvrit le tiroir. Il recula en étouffant un juron. Le tiroir était vide. Maintenant, vous voilà satisfait? Nu comme un ver, Lombard avait assisté à la fouille de sa chambre et de ses vêtements par les 3 hommes. Miss Clayton attendait dans le couloir. La perquisition poursuivit son cours de façon méthodique. Le docteur Armstrong, le juge Wargrave et l'ex-inspecteur Blore se soumirent tour à tour à la même épreuve. Les 4 hommes, sortant de la chambre de Blore, rejoignirent Miss Clayton. Le juge prit la parole. « J'espère que vous comprendrez, Miss Clayton, que nous ne pouvons admettre aucune exception. Il faut absolument que nous retrouvions ces revolvers. Vous avez certainement dans vos bagages un maillot de bain. » Vera acquiesça de la tête. « En ce cas, je vous prie d'entrer dans votre chambre, de vous déshabiller, d'enfiler votre maillot et de venir nous retrouver ici. » Vera entra chez elle et referma la porte. Au bout de quelques minutes, elle reparut dans un maillot en tricot de soie qui moulait ses formes. « Merci, Miss Clayton, » lui dit le juge satisfait. « Veuillez nous attendre ici, nous allons fouiller votre chambre. » Vera demeura patiemment dans le couloir jusqu'au retour des hommes. Ensuite, elle alla se rhabiller et les rejoignit. « Nous sommes maintenant rassurés sur un point. Aucun de nous ne possède d'armes ni de poison mortel. Nous allons tout de suite déposer les drogues en lieu sûr. Il doit exister dans l'office un coffre spécial pour ranger l'argenterie. »« Tout cela est très joli, mais qui en détiendra la clé ?» lança Blore. « Vous, je suppose ?» Le juge Wargrave ne répondit pas. Il descendit à l'office, suivi de ses 4 compagnons. Là, ils découvrirent en effet un petit coffre destiné à la vaisselle plate et à l'argenterie. Suivant les instructions du juge, on y plaça les différents produits pharmaceutiques, et on referma le coffre à clé. Puis,
Toujours sous la surveillance de Wargrave, la boîte fut placée dans le buffet, fermée également à clé. Le juge remit alors la clé du coffre à Philippe Lombard et celle du buffet à Blore. « Vous êtes, leur dit-il, physiquement les deux plus forts d'entre nous. Il serait difficile à l'un de vous de prendre la clé à l'autre, et aucun de nous trois ne pourrait vous l'enlever. Tenter d'ouvrir par effraction le buffet et le coffre me paraît insensé, car le vacarme ainsi causé éveillerait les soupçons des autres. » Il fit une légère pause et reprit. « Nous avons encore à résoudre un grave problème. Qu'est devenu le revolver de Monsieur Lombard ?»« À mon humble avis, fit remarquer Blore. Le propriétaire de cette arme est seul capable de répondre à cette question. » Les narines de Philippe Lombard frémirent. « Espèce d'abruti! Je vous le répète, on m'a volé mon revolver. »« Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» demanda Wargrave. « Hier soir, il se trouvait encore dans mon tiroir lorsque je me suis couché, tout prêt en cas de besoin. »« Alors, dit le juge, on l'a enlevé ce matin durant le branle-bas qui s'est produit au moment où chacun cherchait le domestique, ou après la découverte de son cadavre. »« Il est sûrement quelque part dans la maison, déclara Vera. Fouillons encore. » Le juge Wargrave, selon sa manie, se caressa le menton. « Je doute du résultat de nos recherches, dit-il. Notre assassin a eu amplement le temps de le placer en lieu sûr. Je désespère maintenant de mettre la main sur ce revolver. »« J'ignore où se cache le revolver, déclara Blore d'une voix énergique. Mais je crois bien savoir où trouver la seringue hypodermique. Suivez-moi. » Il ouvrit la porte d'entrée et les conduisit hors de la maison. Devant la fenêtre de la salle à manger, ils virent la seringue et, à côté, une statuette de porcelaine en morceaux, le 5e petit nègre. « La seringue ne pouvait être ailleurs, » ajouta Blore triomphant. « Après avoir tué Miss Brent, l'assassin a ouvert la fenêtre et lancé la seringue. Il a pris ensuite le petit nègre et l'a envoyé dehors par le même chemin. » Ils ne relevèrent aucune empreinte sur la seringue. Elle avait été soigneusement essuyée. « Maintenant, cherchons le revolver, » dit Vera d'un ton décidé. « C'est cela, » fit le juge. « Mais demeurons toujours ensemble. Rappelez-vous que si nous nous séparons, nous favorisons les projets meurtriers du fou. » Minutieusement, ils firent une nouvelle perquisition de la cave au grenier, mais sans plus de résultat. Toujours pas de revolver. L'un de nous, l'un de nous, l'un de nous. Ces mots répétés sans cesse résonnaient dans leur cerveau enfiévré. 5 personnes vivaient sur l'île du Nègre, obsédées par la peur. 5 personnes s'épiant mutuellement, sans même se donner la peine de dissimuler leur état de tension nerveuse. À présent, nulle contrainte, nulle courtoisie dans leurs propos. Il n'y avait plus que 5 ennemis enchaînés par l'instinct de conservation. Brusquement, tous descendirent au dernier échelon de l'humanité et se ravalèrent au niveau de la bête. Telle une vieille tortue fatiguée, le juge Wargrave se tenait voûté, les yeux perçants et toujours sur le qui-vive. L'ex-inspecteur Blore paraissait plus lourd et plus gauche dans ses mouvements. Sa démarche ressemblait à celle d'un énorme plantigrade, et ses yeux s'injectaient de sang. Tout respirait chez lui la férocité et la sottise. On eût dit un animal aux abois, prêt à foncer sur ses poursuivants. Quant à Philippe Lombard, ses instincts paraissaient s'aiguiser davantage. Il dressait l'oreille au moindre bruit. Son pas devenait plus léger et plus rapide, son corps plus souple et plus félin. Fréquemment, il souriait, découvrant ses longues dents blanches et aiguës. Vera Clayton, déprimée, passait la majeure partie de la journée affalée dans un fauteuil, les yeux grands ouverts. Elle regardait dans le vide. On eût dit un oiseau qui vient de se cogner la tête contre une vitre et qu'une main humaine a ramassé. Terrifiée,
incapable de remuer, il espère revivre en conservant une immobilité absolue. Armstrong avait les nerfs en piteux état. Des tics lui crispaient le visage et ses mains tremblaient. Il allumait cigarette sur cigarette et les jetait au loin après en avoir tiré quelques bouffées. L'inaction forcée semblait l'atteindre plus que ses compagnons. De temps à autre, il se lançait en un torrent de divagations. Nous ne devrions pas demeurer ici à nous tourner les pouces. Il faudrait faire quelque chose, agir, trouver le moyen de nous sortir de cet enfer. Si nous allumions un grand feu... Par un temps pareil, répliqua Blore d'une voix épaisse. La pluie tombait de nouveau à verse. Le vent soufflait en terribles rafales. Le tambourinement continuel de l'eau sur les vitres achevait de les rendre fous. Tacitement, les 5 survivants avaient adopté un plan de campagne. Ils se tenaient dans le grand salon et jamais plus d'une personne à la fois ne quittait la pièce. Les 4 autres attendaient son retour. « Ce n'est qu'une question de temps !» fit observer Lombard. « Le ciel va s'éclaircir, et alors nous pourrons songer à notre sauvegarde. Faire des signaux, allumer un feu, construire un radeau, enfin, que sais-je ?» Armstrong se mit à ricaner. « Une question de temps. Nous ne pouvons nous permettre le luxe d'attendre. Nous sommes tous voués à la mort. » Le juge Wargrave déclara de sa petite voix claire mais empreinte de détermination. « Si nous n'y prenons garde, mais il ne tient qu'à nous de veiller sur nos vies. » Le déjeuner de midi fut consommé sans la moindre étiquette. Tous les 5 se rendirent à la cuisine. Dans le placard se trouvait quantité de conserves. Ils ouvrirent une boîte de langue de bœuf et 2 boîtes de fruits. Ils mangèrent debout, autour de la table de la cuisine. Puis, tous retournèrent au salon, s'assirent dans leurs fauteuils et recommencèrent de s'épier les uns les autres. Désormais, les pensées qui tourbillonnaient dans leur cerveau devenaient morbides, fiévreuses et tout à fait anormales. « C'est Armstrong. Je viens de le voir me lancer un coup d'œil de travers. Il a les yeux d'un démon, d'un aliéné. Peut-être n'est-il pas plus médecin que moi, c'est cela même. C'est un détraqué, échappé d'une maison de santé et qui se fait passer pour un médecin. C'est vrai. Dois-je le divulguer aux autres? Crier la vérité? Non. Il se mettrait davantage sur ses gardes. En outre, il simule si bien l'homme qui jouit de toutes ses facultés. Quelle heure est-il? Seulement 3h15. Oh mon Dieu. Il y a de quoi perdre la tête. Pas de doute, c'est Armstrong. Il me surveille à présent. Non, ils ne m'auront pas. Je suis assez fort pour me défendre. Ce n'est pas la première fois que je me trouve dans une situation critique. Où diable est passé ce revolver? Qui l'a volé? Qui l'a en sa possession? Personne. Nous le savons bien, parbleu. On nous a tous fouillés. Personne ne l'a, mais quelqu'un sait où il est. Les autres deviennent fous. Tous perdent la tête, ils ont peur de mourir. Tous, nous redoutons la mort. Moi, je crains la mort, mais cela ne m'empêche pas d'approcher. Le corbillard attend à la porte, monsieur. Où diantre ai-je entendu cela? La jeune fille, je vais l'espionner. Ouais, je vais la surveiller de près. 4h moins le quart. Seulement 4h moins 20. La pendule s'est peut-être arrêtée. Non, je n'y comprends goutte. Ces sortes de choses ne peuvent se produire, et pourtant elles arrivent. Pourquoi ne nous réveillons-nous pas? Debout, c'est le jour du jugement. Ma tête, elle va éclater, se fendre en deux. Il se passe des événements inconcevables. Quelle heure est-il? Oh mon Dieu! Seulement 4h moins le quart. Il faut que je conserve mon sang-froid. Si seulement je ne perds pas la tête. Tout cela est clair et combiné de main de maître. Mais nul ne doit rien soupçonner, il faut s'en tirer. À tout prix. À qui le tour maintenant? Voilà la question. À qui le tour? Oui, je crois que ce sera
Lui... La pendule sonna 5 heures et tous sursautèrent. « Quelqu'un veut-il prendre le thé » demanda Vera. Il y eut un moment de silence. « Moi, j'en voudrais bien une tasse, » dit Blore. Vera se leva. « Je vais aller le préparer, vous pouvez tous rester ici. » Le juge Wargrave dit d'un ton aimable. « Ma chère demoiselle, nous préférons, ce me semble, vous suivre et vous regarder faire. » Vera le dévisagea et partit d'un rire nerveux. « Naturellement, je m'y attendais. » Les 5 personnes gagnèrent la cuisine. Vera prépara le thé et en but une tasse en compagnie de Blore. Les 3 autres prirent du whisky et retirèrent un siphon d'eau de Seltz d'une caisse non encore déclouée. « 2 précautions valent mieux qu'1, » murmura le juge avec un sourire de reptile. Ils revinrent au salon. Bien qu'on fût en été, la pièce était sombre. Lombard tourna le commutateur, mais les ampoules ne s'éclairèrent point. « Rien d'étonnant, remarqua-t-il. Rogers n'étant plus là pour s'en occuper, le moteur ne fonctionne pas. » Après une hésitation, il ajouta « Nous pourrions aller le remettre en marche. » « J'ai vu des paquets de bougies dans le placard, mieux vaut nous en servir, » dit le juge. Lombard sortit de la pièce. Les 4 autres continuèrent de ses pieds. Le jeune capitaine retourna porteur d'une boîte de bougies et d'une pile de soucoupes. On alluma 5 bougies, et on les plaça en différents endroits du salon. Il était 6h moins le quart. À 6h20, Vera, fatiguée de rester assise sans bouger, prit le parti de monter à sa chambre pour se baigner la tête et les tempes dans l'eau froide. Se levant, elle se dirigea vers la porte. Elle se ravisa et revint prendre une bougie dans la boîte. Elle l'alluma, laissa tomber quelques larmes de cire dans une soucoupe et y fixa la bougie d'un geste ferme. La jeune fille quitta ensuite la pièce, laissant les 4 hommes seuls au salon. Elle monta l'escalier et arriva dans sa chambre. En ouvrant la porte, elle recula d'un pas et s'immobilisa. Ses narines frémirent. La mer. L'odeur de la mer à Saint-Trédénique. C'était bien cela, impossible de s'y tromper. Sur une île, rien d'étrange qu'on respire la brise marine. Mais Vera éprouvait une impression différente. Cette odeur était la même que celle de ce jour-là sur la plage, à l'heure où la marée descendante dénudait des rochers couverts d'algues séchant au soleil. « Puis-je nager jusqu'à l'île, Miss Clayton ? Pourquoi me défendez-vous d'aller jusqu'à l'île ?» Quel terrible enfant gâté. Sans lui, Hugo eût été riche et libre d'épouser la femme qu'il aimait. Hugo. Il était sûrement là, près d'elle. Non, plutôt il l'attendait dans sa chambre. Elle fit un pas en avant. Le courant d'air venant par la fenêtre fit vaciller la flamme de la bougie et l'éteignit. Dans l'obscurité, Vera prit peur. « Ne sois donc pas aussi stupide, » se dit-elle. « Pourquoi se tourmenter? Les autres sont en bas, tous les 4. Il n'y a personne dans ma chambre. Je me forge là des idées ridicules. » Mais cette odeur qui évoquait en elle la plage de Saint-Trédénique, ce n'était pas l'imagination, mais la réalité. Certainement, il y avait quelqu'un dans sa chambre. Elle avait entendu du bruit. Elle en était persuadée. Comme elle prêtait l'oreille, une main froide et visqueuse lui toucha la gorge. Une main mouillée sentant la mer. Vera poussa un cri perçant et prolongé. Une terreur panique s'empara de son être. Elle hurlait au secours. Elle n'entendit pas le vacarme qui montait du salon. Une chaise avait été renversée, une porte ouverte précipitamment, et des hommes gravissaient l'escalier 4 à 4. Vera était en proie à une frayeur épouvantable. Bientôt les lumières brillèrent au seuil de sa porte, et des hommes pénétrèrent dans sa chambre. Elle reprenait peu à peu ses sens. « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle frissonna et s'écroula sur le parquet. Il lui sembla que quelqu'un, penché sur elle, la forçait à baisser la tête jusqu'à ses genoux. Puis elle perçut une exclamation. « Bon Dieu,
Regardez donc cela !» Et elle se ressaisit. Ouvrant les yeux, elle releva la tête et vit ce que les hommes venaient d'apercevoir à la lueur de leurs bougies. Un large ruban de goémon humide pendait du plafond. Voilà ce qui, dans l'obscurité, lui avait frôlé le cou, et qu'elle avait pris pour une main visqueuse, la main d'un noyé revenu du royaume des ombres pour lui arracher la vie. Vera éclata de rire. « C'était une algue !» s'écria-t-elle. « Simplement une algue. Oh, c'est ça que je sentais. » De nouveau, elle perdit connaissance. Des vagues morbides déferlaient sur elle. Une fois encore, quelqu'un appuyait fortement sur sa tête et l'obligeait à ployer le dos. Des siècles s'écoulaient. On lui tendait quelque chose à boire, et on pressait le verre contre ses lèvres. Elle sentit l'odeur de l'alcool. Elle allait avaler la liqueur avec reconnaissance quand soudain, une voix intérieure, une sonnette d'alarme, retentit dans son cerveau. Elle se redressa et repoussa le breuvage. « D'où cela vient-il » s'enquit-elle d'un ton sec. Avant de répondre, Blore la regarda longuement. « J'ai été le chercher en bas. »« Je refuse de le boire » hurla-t-elle. Après un moment de silence, Lombard éclata de rire et dit d'un ton élogieux. « À la bonne heure, Vera. Vous ne perdez pas l'esprit, malgré votre frousse d'il y a un instant. Je descends vous chercher une bouteille encore bouchée. » Il s'éloigna prestement. Sans trop savoir ce qu'elle disait, Vera déclara. « Cela va beaucoup mieux maintenant, je préfère boire de l'eau. » Soutenue par le docteur Armstrong, elle se remit debout. Elle se dirigea vers le lavabo, s'accrochant au médecin pour garder son équilibre, tourna le robinet d'eau froide et remplit son verre. « Ce brandy est inoffensif, » dit Blore vindicatif. « Comment le savez-vous » demanda Armstrong. « Oh, je n'ai rien versé dedans » protesta Blore furieux. « Vous voudriez faire croire le contraire ?»« Moi, je ne vous accuse de rien. Mais vous, ou quelqu'un d'autre, aurait pu empoisonner cette boisson. » Lombard fut bientôt de retour dans la pièce. Il tenait en main une bouteille de whisky et un tire-bouchon. Il mit la bouteille bouchée sous le nez de Vera. « Tenez, ma petite, on ne vous trompera pas cette fois. » Il retira la capsule d'étain et déboucha la bouteille. « Par bonheur, la provision de liqueur n'est pas près de s'épuiser. Ce monsieur U.N. Owen est la prévenance même. Hein. » Vera frissonna violemment. Armstrong tint le verre tandis que Philippe y versait l'alcool. Il conseilla. « Buvez ceci, Miss Clayton. Vous venez de subir une rude épreuve. » Vera trempa ses lèvres dans le verre, et les couleurs reparurent sur ses joues. « Enfin, voici un crime qui n'a pas réussi suivant le programme !» déclara Philippe Lombard en riant. Vera dit en un murmure. « Vous croyez qu'on voulait me tuer ?» « On s'attendait à ce que vous mouriez de peur. » acquiesça Lombard. « Cela arrive à pas mal de gens, n'est-ce pas, docteur ?» Sans se compromettre, Armstrong répondit légèrement incrédule. On ne peut rien affirmer. Miss Clayton est jeune et saine. Elle n'a pas de faiblesse cardiaque. D'autre part... » Il prit le verre de brandy apporté par Blore, y trempa le doigt et le goûta avec précaution. Son expression demeura la même. Il dit avec une certaine méfiance dans la voix. « Le goût me paraît normal. » Blore s'avança, bouillant de colère. « Dites un peu que j'ai empoisonné ce breuvage, et je vous démolis le portrait !» Vera, un peu remontée grâce au brandy, fit une diversion en demandant « Où est le juge ?» Les trois hommes s'entre-regardèrent. « Tiens, c'est drôle, je croyais qu'il était monté avec vous. »« Moi aussi, » dit Blore. « Voyons, docteur, vous montiez l'escalier derrière moi. »« J'avais l'impression qu'il me suivait, » répondit Armstrong. « Évidemment, il marche plus lentement que nous, c'est un vieillard. »« C'est à n'y rien comprendre, » dit Lombard. « Allons le chercher, » proposa Blore. Il se dirigea vers la porte. Les deux hommes le suivirent, et Vera ferma la marche. Comme il descendait l'escalier, Armstrong déclara. « Naturellement, il doit être resté dans le salon. » Ils traversèrent le vestibule. Armstrong appela d'une voix forte. « Wargrave ! Wargrave, où êtes-vous » Pas de réponse.
Un silence mortel rompu seulement par le bruit monotone de la pluie emplissait la maison. Arrivé au seuil du salon, Armstrong s'arrêta net. Les autres, se pressant derrière lui, regardaient par-dessus son épaule. Quelqu'un poussa un cri. Le juge Wargrave était assis au fond de la pièce, dans son fauteuil à haut dossier. 2 bougies brûlaient de chaque côté de lui. Mais ce qui surprit et troubla les spectateurs, c'est qu'il était vêtu de sa robe rouge de magistrat et portait une perruque sur la tête. Le docteur Armstrong fit un signe aux autres de reculer. Lui-même traversa la pièce, chancelant comme un homme ivre, et s'approcha du juge au regard fixe. Il se pencha en avant et examina le visage inerte. Puis d'un geste brusque, il enleva la perruque. Elle tomba à terre, révélant le front haut et dénudé, au milieu duquel apparaissait un trou rond, teinté de rouge, d'où coulait une substance épaisse. Le docteur Armstrong souleva la main flasque et tâta le pouls. Puis il se tourna vers les autres et dit d'une voix sans timbre. « Il a été tué d'un coup de revolver. »« Mon Dieu !» s'écria Blore. « Le revolver !»« Il a reçu la balle en plein crâne. » Continua le médecin de sa voix morne et lointaine. La mort a été instantanée. Vera examinait la perruque. « La laine grise qu'avait perdue Miss Brent, » dit-elle d'une voix tremblante d'effroi. « Et le rideau de taffetas rouge qui manquait à la salle de bain, » ajouta Blore. « Voilà pourquoi on a enlevé ces objets. » Soudain, Lombard éclata d'un rire jaune. « 5 petits nègres étudièrent le droit. L'un d'eux devint avocat et il n'en resta plus que 4, récita-t-il. Voici la fin de M. Wargrave, le juge sanguinaire. Il ne prononcera plus de condamnation, il ne mettra plus sa toque noire. Pour la dernière fois, il a présidé le tribunal. Il n'enverra plus d'innocents à la potence. Comme Edward Seton rirait s'il se trouvait ici. Mon Dieu, il en ferait des gorges chaudes. Cette sortie scandalisa ses compagnons. « Ce matin encore !» s'écria Vera. « Vous l'accusiez, lui, d'être l'assassin inconnu !» Les traits de Lombard changèrent d'expression. Plus calme, il dit à voix basse. « En effet, je l'ai accusé. Eh bien, je me trompais. Encore un de nous reconnu innocent. Trop tard. » Ils transportèrent le juge Wargrave dans sa chambre et l'étendirent sur son lit. Ensuite, ils descendirent, s'arrêtèrent dans le vestibule et s'entre-regardèrent. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Blore. « Songeons d'abord à nous restaurer. Il faut manger pour vivre. » s'empressa de répondre Lombard. Une fois de plus, ils rentrèrent dans la cuisine. On ouvrit une boîte de langue de bœuf, et tous 4 mangèrent machinalement, sans grand appétit. « Jamais je ne remangerai de la langue, » déclara Vera. Le repas terminé, ils demeurèrent assis autour de la table de cuisine, se dévisageant l'un l'autre. « Nous ne sommes plus que 4 à présent, » dit Blore. « À qui le tour ?» Le docteur Armstrong ouvrit de grands yeux et prononça d'un ton désabusé. « Prenons bien garde à nous. » Il s'interrompit, et Blore observa. « Voilà textuellement ses paroles. Et à présent, il est mort. » « Je me demande comment cela s'est produit, » reprit Armstrong. Lombard lança un juron. « Le tour a été admirablement joué. Le ruban de Goémon a été fixé au plafond de la chambre de Miss Clayton et a joué le rôle prévu par l'assassin. Chacun s'est précipité, persuadé qu'elle venait d'être tuée. Et, profitant de cette confusion, quelqu'un a supprimé le vieux juge, alors qu'il n'était plus sur ses gardes. »« Comment expliquer que personne n'ait entendu la détonation ?» demanda Blore. Lombard secoua la tête. « Miss Clayton poussait des cris, le vent hurlait, nous courions en appelant à tue-tête. Voilà pourquoi nous n'avons rien entendu. Mais nous ne nous laisserons plus prendre à ces pièges. La prochaine fois, il devra se montrer plus habile. »« Comptez-y, » conseilla Blore. Le ton de sa voix était désagréable.
Les deux autres hommes échangèrent un regard. Le docteur Armstrong prit la parole. « Nous sommes 4, et nous ignorons lequel. »« Moi, je sais, » affirma Blore. « Je n'en ai jamais douté, » commença Vera. Armstrong prononça lentement. « Je crois, en réalité, connaître... » « Quant à moi, » fit Lombard, « mon idée me semble la bonne. » De nouveau, ils s'entre-regardèrent. Vera se leva. Elle flageolait sur ses jambes. « Je me sens très mal, » annonça-t-elle. « Je vais me coucher, je n'en peux plus. » « Nous ferions bien d'imiter votre exemple, » dit Lombard. « À quoi bon rester ici à se regarder ?»« Je ne vois aucun inconvénient, » déclara Blore. « Le meilleur parti à prendre, » murmura le médecin, « c'est de monter dans nos chambres. Encore qu'aucun d'entre nous ne puisse dormir. » Ils allèrent vers la porte et Blore observa. « Je voudrais bien savoir où se trouve à présent ce revolver. » Tous 4 montèrent l'escalier. La scène suivante rappelait un vaudeville. Chaque personnage se tenait debout devant sa porte, la main placée sur la poignée. Alors, comme répondant à un signal, chacun pénétra dans sa chambre et referma sa porte. On entendit ensuite des bruits de verrous et de serrures, et le déplacement de meubles. 4 humains, frappés de panique, venaient de se barricader pour la nuit. Philippe Lombard poussa un soupir de soulagement lorsqu'il eut poussé une chaise sous la poignée de sa porte. Ensuite, il se rendit à sa table de toilette. À la lueur de sa bougie vacillante, il étudia ses traits dans la glace. « Tu as beau faire le malin, mon petit, » se dit-il à lui-même. « Toutes ces histoires commencent à te troubler la cervelle. » Et il arbora de nouveau son sourire de loup. Rapidement, il se déshabilla, puis ouvrit le tiroir de la table de chevet. Suffoqué, il regarda le revolver qui s'y trouvait maintenant. Vera Clayton reposait dans son lit. La bougie continuait de brûler à son chevet. Elle n'avait pas le courage de l'éteindre. L'obscurité lui faisait peur. Elle ne cessait de se répéter « Je suis tranquille jusqu'à demain matin. Rien n'est arrivé la nuit dernière. Rien ne se produira cette nuit. Rien. J'ai fermé ma porte à clé et tiré le verrou. Personne ne peut pénétrer chez moi. » Ensuite, elle songea. Évidemment, je peux rester enfermé dans ma chambre. La question de nourriture est secondaire. Il me sera possible d'attendre ici jusqu'à ce qu'on vienne à notre secours, même si je dois demeurer prisonnière dans ma chambre un jour ou 2. Rester enfermée dans sa chambre. Parfait. Mais la chose était-elle donc réalisable? Aurait-elle le courage de demeurer seule des heures entières sans personne à qui parler, sans rien à faire qu'à ressasser ses pensées? Ses souvenirs se reportèrent vers la Cornouaille. Hugo et Cyril, cet affreux gosse qui ne cessait de l'importuner. « Miss Clayton, pourquoi m'empêchez-vous de nager jusqu'à ce rocher? Je sais que j'en suis capable. » Était-ce bien elle qui avait répondu? « Bien sûr, vous en êtes capable, Cyril, je le sais. »« Alors, vous me le permettez, Miss Clayton? » Vous comprenez, Cyril, votre maman s'inquiète tant à votre sujet. Mais écoutez-moi. Demain, vous pourrez nager jusqu'au rocher. Je parlerai à votre maman sur la plage afin de détourner son attention. Lorsqu'elle vous cherchera, vous serez debout sur le rocher à lui faire des signes. Ce sera pour elle une bonne surprise. « Ah, vous êtes gentille, Miss Clayton. Ça va être très amusant. » Elle avait promis. Demain. Hugo devait passer la journée à Newquay. À son retour, tout serait terminé. Oui, mais à supposer que les choses prissent une tournure différente, à supposer que tout allât à l'encontre de ses désirs, et que Cyril fût sauvé à temps. Alors l'enfant dirait « C'est Miss Clayton qui m'a permis d'aller au rocher. » Et après, il fallait bien courir quelques risques. Si le pire se produisait, elle affronterait la situation de pied ferme. « Comment pouvez-vous dire un pareil mensonge, Cyril? Mais voyons, je ne vous l'ai jamais permis. » On ne mettrait pas sa parole en doute. Cyril aimait à raconter des histoires et on ne pouvait avoir en lui une entière confiance. Bien sûr, l'enfant comprendrait, lui, mais qu'importe. D'abord, tout se déroulerait selon ses prévisions.
Elle feindrait d'aller à son secours, mais elle arriverait trop tard. Personne ne la soupçonnerait. Hugo l'avait-il suspecté? Que signifiait le regard étrange dont il l'avait enveloppé? Hugo savait-il? Était-ce pour cette raison qu'il avait disparu en hâte tout de suite après l'enquête? Il n'avait pas répondu à la lettre qu'elle lui avait adressée. Hugo. Vera s'agitait dans son lit. Non, non, il ne fallait plus penser à Hugo. Son souvenir la faisait trop souffrir. Tout était fini. Elle devait bannir de son esprit l'image de Hugo. Pourquoi, ce soir, avait-elle eu soudain l'impression que Hugo se tenait près d'elle dans sa chambre? Levant les yeux, elle remarqua le gros crochet noir fixé au plafond. Il n'avait pas encore attiré son attention. Là avait été accroché le long morceau de goémon. Elle frissonna en se rappelant cette main visqueuse qui lui avait frôlé le cou. Cet énorme crochet noir au milieu du plafond la fascinait et attirait irrésistiblement son regard. L'ex-inspecteur Blore s'assit sur le bord de son lit. Dans son épais visage, ses petits yeux injectés de sang et aux paupières rouges épiaient les ombres de la pièce. On eût dit un sanglier prêt à foncer sur un ennemi. Il n'éprouvait nulle envie de dormir. La menace devenait de plus en plus pressante. Sur 10, il ne restait plus que 4. Malgré toute sa méfiance et ses précautions, le vieux juge avait subi le sort fatal des disparus. Blore renifla avec une joie sauvage. Qu'avait donc dit ce barbon? Tenons-nous bien sur nos gardes. Ce vieux Tartuffe, président son tribunal. Il se prenait sûrement pour le Dieu tout-puissant. Il avait tout de même reçu son compte. À présent, il n'avait plus besoin de se tenir sur ses gardes. Sur les 10 personnes débarquées sur l'île, 6 étaient mortes. Seules 4 vivaient encore. Vera, Lombard, Armstrong et lui-même. Bientôt une 7e victime serait frappée. Mais ce ne serait pas William Henry Blore. Il y veillerait. Mais où donc se cachait ce revolver? Là était le côté angoissant de l'affaire. Le revolver. Le front sillonné de rides, les paupières plissées, Blore méditait sur la disparition du revolver. Dans le silence, il entendit la pendule du rez-de-chaussée sonner minuit. Ses nerfs se détendirent un peu, et il s'allongea sur son lit, mais sans se déshabiller. Il demeura immobile, plongé dans ses pensées, passant en revue avec méthode tous les événements survenus depuis leur arrivée sur l'île du Nègre, avec le même scrupule dont il faisait preuve dans la rédaction de ses rapports de police, lorsqu'il appartenait à Scotland Yard. Pour réussir à découvrir la vérité, il ne faut négliger aucun détail d'une enquête. La flamme de la bougie commençait à baisser. S'assurant que ses allumettes se trouvaient à portée de sa main, Blore souffla la lumière. Chose assez bizarre, les ténèbres décuplèrent son inquiétude. Son cerveau était envahi de folles terreurs, des visages flottaient dans l'air. La tête du juge surmontée de la perruque en laine grise, la face glaciale de Mrs. Rogers et le visage convulsé d'Anthony Marston. Une autre figure blême, au nez chaussé de lunettes, avec une petite moustache couleur de paille. Une figure qu'il avait déjà vue, mais où? Pas sur l'île du Nègre. Non, cela remontait à plus longtemps que cela. C'était inouï. Il n'arrivait pas à mettre un nom sur cette physionomie grotesque, grimaçante. Brusquement, la mémoire lui revint. Il s'agissait de Landor. Comment avait-il pu oublier à ce point l'expression de Landor? Hier encore, il avait en vain essayé d'évoquer les traits de l'individu. Et maintenant, il revoyait Landor nettement, comme s'il lui avait parlé la veille. Landor était marié, avec un petit bout de femme à la mine soucieuse. Ils avaient une fillette d'environ 14 ans. Pour la première fois, Blore se demanda ce qu'elles étaient devenues. Le revolver. Où était le revolver? Cette question dominait toutes les autres. Plus il y songeait, plus il s'embrouillait. Il ne parvenait pas à comprendre que cette arme eût ainsi disparu. Quelqu'un savait où elle se trouvait. Au rez-de-chaussée, la pendule sonna 1h du matin. Les pensées de Blore s'arrêtèrent net. Les sens alertés, il s'assit sur son séant. Il venait de percevoir un bruit très faible de l'autre côté de sa porte.
quelqu'un remuait dans la maison enveloppée de ténèbres. La sueur ruisselait sur son front. Qui donc se glissait à pas furtifs dans le couloir? Un individu animé de mauvaises attentions, Blore en eût juré. Leste, malgré sa corpulence, Blore sauta sans bruit à bas de sa couche, et en 2 enjambées, il fut à la porte et tendit l'oreille. Mais il n'entendit plus rien. Néanmoins, Blore était convaincu de ne pas s'être trompé. Des pas avaient frôlé sa porte. Ses cheveux se dressèrent sur son crâne. Cette fois, il connaissait la peur. Quelqu'un se faufilait furtivement dans la nuit. De nouveau, il écouta. Mais le silence planait autour de lui. Une nouvelle tentation s'empara de lui. Il brûlait de sortir de sa chambre et d'aller voir ce qui se passait. Si seulement il pouvait discerner l'être qui rôdait dans les ténèbres. Mais ce serait folie que d'ouvrir sa porte. Voilà probablement le geste qu'attendait l'autre. Il avait peut-être mué à ce dessein pour que Blore sortît de sa chambre, poussé par la curiosité. Blore se raidit sur lui-même. À présent, lui parvenaient de tous côtés des craquements, des frottements, des murmures. Mais son cerveau, positif, les prenait pour ce qu'ils étaient en réalité. Le fruit de son imagination surchauffée. Soudain, il perçut un bruit. Cette fois, ce n'était pas une illusion. Des pas feutrés, prudents, mais suffisamment perceptibles pour une oreille aussi exercée que celle de Blore. Ils longèrent lentement le couloir. Les chambres de Lombard et d'Armstrong étaient situées au fond, et passèrent devant sa porte sans la moindre hésitation. À ce moment précis, Blore prit une décision. Il voulait connaître l'identité du noctambule. Maintenant, les pas descendaient l'escalier. Où allait-il? Lorsque Blore se résolvait à agir, il faisait vite pour un homme au corps lourd et massif. Sur la pointe des pieds, il retourna vers son lit, fourra sa boîte d'allumettes dans sa poche, enleva la prise de courant de la lampe de chevet, enroula le fil flexible sur la colonne en acier chromé, et songea que cet appareil d'éclairage, au pied formé d'une épaisse plaque en ébonite, deviendrait, en cas de besoin, une arme précieuse. Avec 1000 précautions, il déplaça la chaise sous la poignée de sa porte, tira le verrou, et ouvrit. Il avança dans le couloir. Du vestibule montait un léger bruit. Blore, les pieds dans ses chaussettes, alla jusqu'à la rampe en haut de l'escalier. À ce moment, il comprit pourquoi il avait entendu aussi distinctement les pas de l'inconnu. Le vent s'était complètement apaisé et le ciel éclairci. Par la petite fenêtre du palier, un pâle rayon de lune éclairait le vestibule en dessous. En un éclair, Blore entrevit une forme humaine qui s'élança dehors par la porte de devant. Descendant l'escalier 4 à 4 à sa poursuite, Blore s'arrêta net. Une fois de plus, il allait se comporter en imbécile. N'était-ce pas là un piège grossier que lui tendait le fuyard pour l'attirer hors de la maison? Mais ce que l'autre n'avait pas saisi, c'est qu'il venait de commettre une bévue et se livrait ainsi aux mains de Blore. Car des 3 chambres de ses compagnons, une devait être vide. Il importait de voir laquelle. En toute hâte, Blore regagna le couloir. À la porte du docteur Armstrong, il frappa. Point de réponse. Il attendit 1 minute, puis se rendit à la porte de Philippe Lombard. Ici, la réponse lui parvint aussitôt. « Qui est là ?»« Blore. Armstrong ne doit plus être dans sa chambre. Attendez 1 minute. » Il heurta ensuite à une autre porte. « Miss Clayton. Miss Clayton. » La voix de Vera troublée répondit. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, Miss Clayton. Attendez 1 minute. Je reviens. » Vivement, il retourna à la chambre de Lombard, dont la porte venait de s'ouvrir. Sur le seuil se tenait le jeune homme, une bougie à la main gauche et sa main droite fourrée dans la poche de sa veste de pyjama. « Que diable se passe-t-il » demanda Lombard. Blore lui expliqua la situation en quelques mots. Les yeux de Lombard s'éclairèrent. « Armstrong, hein? Alors c'est lui. » Il se dirigea vers la porte du médecin et dit à Blore. « Excusez-moi, mais à présent, je ne crois que ce que je vois. » Il frappa un coup sec sur le panneau. « Armstrong! Armstrong !» Pas de réponse. Lombard s'agenouilla et regarda par le trou de la serrure. « La clé n'est pas dans la serrure.
remarqua-t-il. Il a dû fermer sa chambre et emporter la clé avec lui. La précaution est tout à fait normale, acquiesça Philippe. Nous allons le rattraper, Blore, et cette fois, nous le tenons. Une seconde. Il courut vers la chambre de Vera. Vera, Oui? nous sommes à la recherche d'Armstrong. Il n'est plus dans sa chambre. Surtout, n'ouvrez pas votre porte. C'est bien compris? Oui, je comprends. Si Armstrong remonte et vous dit que Blore ou moi avons été tués, n'y faites pas attention. N'ouvrez votre porte que si Blore ou moi nous vous appelons. Vous saisissez? Oui, je ne suis pas tout à fait idiote. Parfait. Approuva Lombard. Il rejoignit Blore. Maintenant, courons après lui. La chasse commence. Tenons-nous bien sur nos gardes, Recommanda Blore. Il a un revolver, ne l'oubliez pas. Tout en descendant rapidement l'escalier, Philippe ricanait. En cela vous faites erreur. Il ouvrit la porte devant et remarqua. Le verrou n'est pas tiré. Il pourrait rentrer d'une seconde à l'autre. Puis il ajouta. C'est moi qui ai le revolver. Tout en parlant, il le tira à moitié de sa poche. Ce soir, je l'ai retrouvé dans mon tiroir. On l'y avait remis. Blore s'arrêta net sur le seuil. Philippe remarqua la pâleur subite de son visage et lui dit d'un ton irrité. Ne faites pas l'idiot, Blore. Je ne vais pas vous tuer. Retournez vous barricader chez vous si le cœur vous en dit. Moi, je cours à la poursuite d'Armstrong. Il partit sous le clair de lune. Blore, après un instant d'hésitation, le suivit. Il pensait en lui-même. J'ai l'impression de courir à mon malheur après tout. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il avait affaire à des criminels armés. Blore avait bien des défauts, mais ne manquait pas de courage devant les plus grands dangers. La lutte en terrain découvert ne lui faisait pas peur. Mais le péril teinté de surnaturel l'effrayait. Vera, qui attendait les résultats de la poursuite, se leva et fit sa toilette. À une ou deux reprises, elle regarda la porte. C'était une porte épaisse et solide. Elle était fermée à clé et au verrou, et, sous la poignée, Vera avait coincé une chaise en chêne. Pour démolir cette porte, il eût fallu un homme plus fort que le docteur Armstrong. À la place d'Armstrong, Vera songeait que, pour commettre un meurtre, elle emploierait plutôt la ruse que la force. Elle s'amusa à réfléchir à la façon dont il s'y prendrait. Il pourrait, selon les suggestions de Lombard, annoncer la mort d'un des autres hommes. Il prétendrait peut-être avoir été lui-même mortellement blessé et se traînerait vers la porte en gémissant. D'autres éventualités se présentaient à son esprit. Il lui annoncerait, par exemple, que la maison était en feu. Lui-même pouvait allumer un incendie. Après avoir attiré les deux hommes hors de la maison, il pouvait jeter une allumette enflammée sur une nappe d'essence répandue par lui au préalable. Et elle, comme une sotte, resterait claquemurée chez elle jusqu'à ce qu'il fût trop tard. Elle alla vers la fenêtre. La hauteur n'avait rien d'effrayant. En cas de nécessité, elle pourrait se sauver par là. Ce serait un bon saut, mais il y avait en bas un parterre de fleurs qui amortirait sa chute. Elle s'assit devant sa table et, prenant son journal, se mit à écrire d'une écriture très lisible. Il faut bien faire quelque chose pour tuer le temps. Brusquement, elle se raidit et prêta l'oreille. Elle venait d'entendre un bruit. On eût dit un fracas de vaisselle provenant d'en bas. Elle demeura l'oreille tendue, mais le son ne se renouvela point. Bientôt elle entendit, ou crut entendre des bruits de pas furtifs, des craquements dans l'escalier, mais rien de bien défini, et elle conclut, comme Blore un peu plus tôt, que ces sons étaient le produit de sa propre imagination. Mais bientôt lui parvinrent des bruits d'une nature plus concrète. On remuait en bas, des voix murmuraient, puis on montait les marches, des portes s'ouvraient et se fermaient, on grimpait au grenier, où les bruits redoublaient. Enfin, les pas longèrent le couloir et la voix de Lombard disait « Vera, vous êtes toujours là ?» Oui, que se passe-t-il? La voix de Blore demanda « Voulez-vous nous ouvrir ?» La jeune fille alla vers la porte, enleva la chaise, tourna la clé dans la serrure et repoussa le verrou. Alors, elle ouvrit la porte. Les deux hommes haletaient. Leurs pieds et le bas de leurs pantalons étaient trempés. Vera insista. « Qu'est-il arrivé ?» « Armstrong a disparu, » répondit Lombard. Vera sursauta. « Quoi ?» s'écria-t-elle. « Il s'est éclipsé de l'île du Nègre. » « Éclipsé, voilà le vrai mot, » confirma Blore.
escamoté, comme dans une séance de prestidigitation. Tout cela est stupide, dit Vera d'un ton agacé. Il se cache quelque part. Pas du tout, fit Blore. Il n'y a pas d'endroit où se cacher sur l'île. Le rocher est aussi nu que votre main. De plus, la lune brille et il fait clair comme en plein jour. Nous n'avons pas pu le retrouver. Il est revenu dans la maison, hasarda Vera. Nous y avons songé, fit Blore. Et nous avons fouillé la maison de la cave au grenier. Vous nous avez sans doute entendu. Non, il n'est pas ici, je vous l'affirme. Il a disparu comme une fumée. Je n'en crois pas un mot. Pourtant, c'est la pure vérité, déclara Lombard. Il fit une pause et reprit. Je veux vous mettre au courant d'un autre petit fait. Une vitre de la salle à manger a été brisée. Et il ne reste plus sur la table que 3 petits nègres.